je pliais du linge dans le bureau lorsque les mots de Talia ont brisé le silence comme du verre brisé sur la pierre. Mes mains se sont arrêtées sur un t-shirt. Des heures, une fois des heures, et l'espace d'un battement de cœur, je n'ai rien ressenti d'autre que le doux bruissement des vêtements. Puis j'ai entendu sa voix, calme et certaine. Je serai le substitut de Na. 6 ans de mariage, 3 enfants dont les rires résonnaient encore entre ces murs. Une vie tissée de berceuses et d'histoires du soir. Et d'un souffle, elle a tout défait. J'ai laissé tomber le t-shirt, le coton doux atterrissant dans une chaleur douce et accusatrice. Ces mots flottaient entre nous, impossibles à récupérer. Dans ce silence, j'ai mesuré la distance qui nous séparait pour la première fois. Avant ce soir, je croyais que nous étions partenaires, les architectes égaux de cette famille. Nous avions traversé des nuits blanches et renversé des céréales, célébré des événements marquants et survécu à des cicatrices. Notre maison était un refuge, le cœur battant de tout ce que nous avions construit ensemble. Mais debout là, sous la douce lueur de la lampe près du panier à linge, elle me semblait une parfaite inconnue dont je reconnaissais le visage, mais pas le cœur. La mère porteuse de Na, l'embryon de Dereric. Des projets secrets que je n'avais jamais été invité à partager. Le poids de sa déclaration pesait sur moi, se mêlant au péché de lessive et aux subtiles nuances de ma plus jeune lotion pour bébé. J'ai plié la chemise suivante avec une précision mécanique. Chaque pli était une question silencieuse. Comment pouvait-elle décider cela sans moi? Comment la femme qui murmurait autrefois « Je t'aime » sous un ciel clair de lune pouvait-elle maintenant parler de l'enfant d'un autre comme de sa propre mission? Elle m'observait, le regard fixe, comme si elle avait répété ce moment dans un script secret. Et j'étais l'acteur qui n'avait pas appris son texte. « Ton corps, ta décision », dit-elle doucement, comme si cela réglait tout. Mais qu'en était-il de mon corps? De mon esprit, de mes rêves de vieillir ensemble, main dans la main? Et des promesses que nous avions faites sous cette arche de mariage? Ces vœux semblaient se dissoudre dans l'air entre nous. Je fermai les yeux et m'appuyai contre le comptoir, laissant le grain du bois me stabiliser. Le bourdonnement du réfrigérateur résonnait insouciant dans le chaos soudain de mon pouls. J'imaginais les conversations que j'aurais avec Derek, le mari de Na, mon beau-frère, le conspirateur silencieux. Dans cette trahison, j'imaginais les textos lumineux et pleins d'espoir qu'ils échangeaient, les emplois du temps méticuleusement planifiés autour de son cycle, les échographies secrètes auxquelles elle souriait seule. Combien de nuits était-elle restée allongée à mes côtés, réchauffée par mon contact, tandis que son esprit se perdait dans les pensées? Les visages de mes enfants traversèrent mon champ de vision. Le sourire en coin de mon fils, les boucles assorties de ma fille. Ils m'appartenaient, à nous. Et pourtant, j'étais là, une étrangère dans ma propre maison, privée de tout pouvoir sur son avenir. Un léger grincement dans l'escalier signala son approche. Je la sentis avant qu'elle ne reprenne la parole, « C'est pas prudent. » Je ne voulais pas te faire de mal, dit-elle d'une voix tremblante. Mais le tremblement arriva trop tard. Le mal était déjà fait. Culpabilité et résolution se livraient une guerre intérieure. Je pouvais pardonner une erreur. Je pouvais comprendre le désir d'aider une sœur dans le besoin. Mais les secrets au cœur d'un mariage exigeaient plus que des excuses. Ils exigeaient une réconciliation. Je me redressai, ramassant le panier à linge et le portant jusqu'à la chambre sans croiser son regard. Chaque pas était réfléchi, nourri par une dureté nouvelle. Dans notre chambre, je disposais les vêtements pliés sur le lit. La routine familière me semblait surréaliste, comme si j'habitais la vie de quelqu'un d'autre. Je me retournai à son léger contact sur mon épaule, m'attendant à des remords. Au lieu de cela, je vis une détermination farouche et impassible qui me glaça plus que n'importe quelle nuit d'hiver. C'est important, dit-elle, et je reconnus la vérité tacite sous ces mots. Rien de ce que je ressentais ou voulais n'aurait d'importance si cela se dressait entre elle et moi. Et ce bébé? Elle est passée devant moi, laissant un courant d'air froid là où sa chaleur avait autrefois habité. Cette nuit-là, je suis resté éveillé dans notre lit, la chambre sombre, une caverne résonnant de souvenirs. Dans la faible lueur de l'horloge numérique, j'ai compté les secondes depuis sa déclaration, 360, 720. Trop insupportable. J'entendais Talia respirer à côté de moi. Un rythme doux et régulier qui me réconfortait autrefois. Maintenant, cela me semblait étranger, un rappel du peu qu'elle partageait avec moi. Je suivais la courbe de son épaule dans l'obscurité, me rappelant comment sa présence apaisait chacune de mes peurs. Mais ce soir, sa chaleur était comme les braises d'un feu que je ne pouvais plus rallumer.
J'ai senti mon cœur s'endurcir, un instinct de protection des morceaux de ma vie qu'elle menaçait de disperser. Quand le sommeil m'a finalement gagné, il n'a apporté aucun rêve, seulement un vide agité. Je me suis réveillé à l'aube, le ciel pâle et impitoyable. Le linge plié était là, attendant. Je me suis habillé et j'ai servi du café, le goût amer correspondant à mon humeur. Talia dormait encore, le rythme rythmique de sa poitrine, un luxe que je ne me sentais plus en droit de partager. Je sirotais mon café en silence, regardant par la fenêtre un monde qui continuait sans interruption. Des oiseaux voletaient dans le jardin, inconscients de la gravité de la trahison humaine. Notre maison, autrefois un sanctuaire, ressemblait maintenant à un tribunal où j'étais accusé, dépouillé de toute défense. J'ai plié la chemise dépliée de la veille et l'ai mise de côté. Il était temps d'affronter la nouvelle réalité. Je parlerai à un avocat, protégerai mes enfants et reprendrai possession de ce qui m'appartenait. Je ne laisserai pas cette intrusion silencieuse sans réponse. La trahison n'arrive pas comme un feu d'artifice. Elle s'infiltre par les portes déverrouillées et les plans non exprimés, jusqu'à ce qu'on se réveille avec un monde entièrement réorganisé. Talia avait réécrit notre histoire, mais j'écrirai le chapitre suivant à ma façon. Et en quittant la pièce pour commencer ce combat, j'ai réalisé que je ne la voyais plus comme ma partenaire. Je la voyais comme l'étrangère qui avait brisé tout ce que j'aimais. Et j'avais juré de ne pas la laisser sans réponse. Je les observais par l'entrebâillement de la porte. Talia était perchée sur l'accoudoir du canapé. Derek Fallon se blottissait dans les coussins et Nona s'affalait entre eux, son rire léger et insouciant. Le soleil de l'après-midi filtrait à travers les stores, zébrant la pièce d'or et d'ombre, masquant la tension de leurs sourires. Ils parlaient à voix basse, fouillant dans leurs papiers et leurs agendas comme s'ils préparaient des vacances somptueuses, alors qu'en réalité ils orchestraient la perte de ma famille. Ma poitrine se serrait à chaque syllabe que j'entendais. Ils parlaient d'injections d'hormones et de restrictions alimentaires, d'échographie et de prise de sang matinale. Ils parlaient du corps de ma femme comme d'un navire de location, à leur disposition. Je restais caché, adossé au cadre, le grain du bois rugueux sous ma paume. Mon cœur battait la chamade, une colère montante si intense que je l'apercevais. Amère, métallique, pressante. J'avais vu les médicaments contre la fertilité dans le frigo, les étiquettes d'expédition adressées à Anna et Derek. J'avais deviné qu'il y avait un problème. Mais comparé à cela, à ce symposium secret de détails médicaux, cela ressemblait à un jeu d'enfant. Ils ne chuchotaient pas à propos d'une fête surprise ni à l'organisation d'une baby shower dans le salon. Ils planifiaient les 9 prochains mois de la vie de ma femme, et j'étais le seul dans cette maison à ne rien savoir. J'ai dégluti avec difficulté, ma pomme d'Adam heurtant douloureusement ma mâchoire. Ma gorge s'est serrée tandis que je forçais ces mots à sortir de mon esprit. J'ai ouvert la porte en grand, pénétrant dans la pièce ensoleillée comme une lame tranchant la soie. Ils se sont figés, au milieu d'un sourire. Le visage de Na s'est d'abord décomposé, la surprise et la culpabilité vacillant dans ses yeux. La main de Dererick se resserra autour de sa tasse de café, et les joues de Talia ont pris cette teinte rosée familière, celle qui signalait autrefois la naissance ou le triomphe, et non la honte. « Pourquoi fais-tu ça ici ?» ai-je demandé d'une voix basse mais ferme. Mes mots ont résonné dans l'air. Et ils me regardèrent tous comme si j'étais un intrus dans ma propre vie. Dererick posa prudemment sa tasse, comme si négocier avec de la porcelaine apaiserait la tempête. On voulait juste s'assurer que Talia soit à l'aise, dit-il en désignant son ventre gonflé d'un signe de tête. Planifier est plus facile ici. Elle connaît l'endroit. Il pencha la tête. Ça ne te dérangeait pas ? Je clignai des yeux, la vue brouillée par l'incrédulité. Ça te dérangeait ? Répétai-je. Tu as transformé mon salon en base d'opération sans même un texto. Un avertissement. Je suis son mari et apparemment, je suis aussi un obstacle. Ma voix se brisa de fureur et de chagrin. Ce n'était pas seulement l'intrusion qui me blessait. C'était la facilité avec laquelle ils excusaient leur trahison. Les yeux de Talia brillaient, provocateurs et froids. Elle posa une main sur son ventre et haussa les épaules. Si ça te dérange, alors achète-moi une chaise chez toi ou loue-moi un appartement à côté. Mais ne fais pas comme si je ne faisais rien de significatif. Son ton exprimait une fierté qui me glaça le sang. Significatif ? Oui. Pour Na, c'était une dette remboursée, le sacrifice d'une sœur. Pour moi, c'était une condamnation de chacune de nos promesses. Je sentis mes jambes se relâcher,
comme si le sol lui-même voulait m'engloutir tout entier. De la vapeur s'élevait du café devant la main de Dereric. De fines vrilles fantomatiques dansaient dans la lumière dorée. J'ai alors réalisé qu'ils voyaient tous ce bébé. Notre bébé, non, le bébé de quelqu'un d'autre, plus réel que le mariage qu'ils avaient conclu et démantelé avec désinvolture. Ils parlaient de « nous » et de « nous », en évoquant les projets de Thalia et Dereric comme si mes 6 années passées avec elle n'étaient qu'une note de bas de page. Je me suis forcé à me redresser, croisant les bras devant moi comme un bouclier. Planifier. Tu penses que c'est planifier? C'est anéantir. Le mot avait un goût dur, mais c'était la vérité. Tu as planifié dans mon dos. Tu m'as traité comme un obstacle à éliminer, pas comme un partenaire à inclure. Tu pensais je te remercierais d'avoir rendu ma propre maison méconnaissable. Je regardais Nona, dont le visage était pâle, la culpabilité et les excuses se lisant dans ses yeux. Tu pensais que j'allais rester les bras croisés et applaudir ton secret? C'est notre maison. C'est là que nos enfants apprennent à faire confiance. Comment suis-je censé enseigner la confiance si tu la sapes? Il y eut un moment de silence, épais et tremblant, avant que Thalia ne se lève, le ventre en avant, fragile et résolue. Elle se tenait là, telle une reine, défendant son royaume, même si ce royaume m'était désormais étranger. Tu n'aurais pas compris, dit-elle d'une voix s'adoucissant. Tu n'es pas Nona. Tu n'es pas Derek. Tu ne comprenais pas pourquoi c'était si important. Elle tendit la main, incertaine, comme pour me supplier de combler le fossé qui nous séparait. Je reculai instinctivement, l'espace entre sa main et la mienne s'élargissant comme par contrat. Je la regardai dans les yeux, cherchant le partenaire que j'avais aimé autrefois, mais je ne trouvais que l'architecte de ma désolation. Je ne pouvais pas. Tu vois pourquoi c'était important, parce que tu ne m'as jamais rien dit, dis-je. Tu as pris des décisions qui ont transformé notre famille sans me laisser une seule chance de dire oui ou non. Tu parles de ce bébé comme d'un cadeau, mais tu m'as volé quelque chose de bien plus précieux, le droit de choisir. Dereric s'éclaircit la gorge. Il se déplaça sur le canapé, le cuir grinçant. On n'a jamais voulu te faire de mal, dit-il. Na avait besoin d'aide. On pensait que ça simplifierait les choses, tous ensemble. Son regard glissa vers Nina, puis se tourna de nouveau vers moi. On pensait que tu comprendrais une fois le bébé arrivé. Ces mots sonnaient comme des excuses, creux et répétés. Je secouai la tête, luttant contre l'envie de rire face à l'absurdité de la situation. Tu comprends? Je n'ai pas besoin de comprendre comment tu justifies la trahison. J'ai besoin que tu comprennes que personne ne prend la vie d'autrui en otage en invoquant la compassion. Je me tournai vers Thalia, dont les yeux brillaient de larmes qu'elle refusait de verser. Tu voulais aider ta sœur. Très bien. Parle-moi. Laisse-moi entrer. Demande mon soutien, mais ne me traite pas comme un panneau indicateur que tu peux contourner quand je suis au mauvais endroit. Le soleil de l'après-midi baissait, allongeant les ombres sur le tapis. Je vis les épaules de Na s'affaisser, la mâchoire de Dereric se serrer, et Thalia finalement baissait les yeux. Dans cet échange silencieux, je compris que la blessure était plus profonde que n'importe quelle conversation ne pouvait la guérir. Il croyait faire le bien. Je crois qu'il me détruisait. Et dans cette collision d'intentions, il n'y avait pas de gagnant, seulement des victimes. Je reculai vers la porte et marquai une pause. Je m'en vais, dis-je. J'ai besoin d'air, et à mon retour, je veux des réponses. Sans attendre de réponse, je sortis dans le couloir et fermai la porte. La porte derrière moi. Le bourdonnement étouffé de leur voix me suivit dans l'escalier, mais je restai sur le porche, respirant l'air frais du soir. La trahison avait commencé, non pas avec des aiguilles ou des cliniques, mais avec l'exclusion, une rencontre secrète après l'autre, et c'était maintenant à mon tour de décider si la réconciliation était seulement possible. Je fixai le ciel qui s'assombrissait et me murmurai, ce n'était pas juste une gestation pour autrui. C'était la rupture d'une promesse, et je refusais d'être invisible plus longtemps. Je me suis réveillé au son des flacons de médicaments dans la cuisine, du cliquetis de la glace sur le verre et du faible bourdonnement de la voix de Thalia qui résonnait dans le couloir. La lumière matinale était pâle, hésitante, comme si elle savait qu'il valait mieux ne pas percer nos fenêtres aujourd'hui. Je me suis assis dans mon lit, tirant les draps sur mes épaules, comme pour me protéger de l'invasion de notre propre maison. 6 mois de vie commune sous le même toit, liés par la nécessité légale, mais divisés par une caverne de secrets, avaient déjà érodé toute la chaleur que j'avais ressentie ici. Maintenant,
même les bruits banals des préparatifs du petit déjeuner me semblaient intrusifs. Je me suis levé et j'ai marché sur la pointe des pieds sur le tapis, en prenant soin de ne pas déranger les jouets des enfants éparpillés dans le couloir. Chaque pas me rappelait que c'était ici que j'avais ma place. Pourtant, j'étais là, un intrus, mes opinions ignorées, ma présence ignorée. Dans le bureau, je l'ai trouvée, Talia, au comptoir, dosant seringues et flacons de médicaments contre la fertilité, comme si elle préparait un rituel sacré. La porte du réfrigérateur était ouverte à côté d'elle, révélant des rangées de jus de fruits, de fromage à effilocher et de mini-carottes aux étiquettes de dessins animés. Les goûters de nos enfants, mais aussi un paquet d'injections hormonales soigneusement empilées, déclarait Ford Nina Fallon en caractères gras. Le contraste me noua l'estomac. Je m'éclaircis la gorge, espérant qu'elle marquerait une pause, lèverait les yeux, m'inclurait. Et maintenant ? Me suis-je risqué, la voix basse dans la pièce caverneuse. Elle ne me regarda pas. Elle continua ses calculs, griffonnant des notes sur un bout de papier. Encore une injection ce soir, puis prise de sang jeudi, dit-elle sans lever les yeux. Son ton était monotone, répété, comme si elle récitait les instructions d'un scénario auquel je n'avais pas participé. Ma colonne vertébrale se raidit et je laissai échapper un long soupir. J'avais essayé de lui poser des questions, de l'engager, mais à chaque fois, je n'étais accueilli que par un soupir ou un geste de la main qui me repoussait comme une mouche bourdonnante. Je m'avançai et posai ma main sur son épaule. La fraîcheur de sa chemise sous ma paume était comme de l'acier. J'ai demandé parce que je veux aider, dis-je doucement, mais mes mots ricochèrent sur ses épaules et tombèrent au sol sans être entendus. Elle haussa les épaules et prit une autre fiole. Je n'ai pas besoin d'aide, répondit-elle. J'ai besoin que tu restes en dehors de ça. Son regard était glacial. Je fixai l'arrière de sa tête. La façon dont ses cheveux reflétaient la lumière matinale, la courbe subtile de son cou. Si familier, et pourtant j'avais l'impression de voir une étrangère. Je retirai ma main, l'amertume me montant aux côtes. Rester dehors a toujours été ton plan, dis-je. Tu ne m'as jamais demandé ce que je ressentais. Tu ne m'as jamais demandé si j'étais d'accord. Les mots me piquèrent en quittant ma bouche, et je la vis marquer une pause. Une aiguille était posée sur le comptoir. Elle me jeta un coup d'œil, les lèvres pincées. Je te l'ai déjà dit, dit-elle. Je ne pensais pas que tu comprendrais. Tu essaies de m'arrêter, dit-elle en reportant son attention sur les fioles, mais je sentis un tremblement dans ses mains. Peut-être de la culpabilité, peut-être de la colère, peut-être du regret. Je m'approchai du réfrigérateur et fermai la porte, son léger clic résonnant comme un verdict. Le silence qui suivit fut si épais qu'il me fit un goût amer. Je m'appuyai contre le réfrigérateur, sentant la fraîcheur luisante transparaître à travers ma chemise. Je veux que ce mariage survive, dis-je, même si chaque mot semblait creux. Mais je ne peux pas construire un avenir dans une maison où ma voix n'a pas d'importance. Ma confession flottait dans l'air immobile. Puis je vis des éclairs de doute dans ses yeux. Elle marqua une pause, inspira profondément et croisa enfin mon regard. L'espace d'un instant, je crus que nous pourrions combler le fossé. La vulnérabilité qui vacillait dans son expression me rappela qui elle était autrefois. La femme qui pleurait au cinéma, qui me tenait la main pendant les orages, qui riait sans retenue dans cette même cuisine. Mais l'éclair s'estompa aussi vite qu'il était venu, elle se redressa, sa posture se raidissant en défi. Peut-être qu'on n'était pas fort au départ, dit-elle. Ces mots résonnèrent comme des pierres entre nous. Elle tourna les talons et rapporta la seringue à l'entrée du bureau, comme pour marquer la limite qu'il m'était interdit de franchir. Je restai figé, le poids de ces mots menaçant de me clouer au sol. Ma poitrine se serra et une douleur sourde me parcourut les membres. Je me souvins des premiers jours de notre relation, comment nous explorions ensemble chaque recoin de notre maison, imaginant des couleurs pour les murs, construisant des forts avec les coussins du canapé, planifiant des noms pour les enfants que nous savions que nous aurions un jour. Je me souvenais de la chaleur de sa main et de la mienne. De la façon dont elle croisait mon regard à travers une pièce bondée et souriait avec la certitude absolue que nous étions faits l'un pour l'autre. Maintenant, cette certitude était en ruine, remplacée par les éclats de son abandon. Je me retournai et descendis le couloir, l'écho de mes pas, un battement de tambour solitaire. La porte de mon bureau était un bocal. À l'intérieur, je m'enfonçai dans mon fauteuil et fixai l'écran vide de mon ordinateur portable. Je rédigeai un email. Je l'avais envoyé à un avocat la veille au soir, avant l'aube.
Mes mains planaient sur le clavier, essayant de me concentrer. Mais chaque image du congédiement glacial de Thalia s'immisçait dans mes pensées. Le nom de notre quartier, le numéro de notre boîte aux lettres, les photos au mur. Chaque détail me semblait la preuve d'une vie qui ne me reconnaissait plus. Quelques heures plus tard, les enfants rentraient de l'école, des rires fusant par la porte d'entrée. Leur sourire éclairait le couloir comme des lanternes. Ma colère s'apaisa momentanément lorsque je les pris dans mes bras, leur ébouriffai les cheveux et leur demandai de me raconter leurs aventures de la journée. Mais même si je savourais leur compagnie, je sentais l'écho du silence de Thalia palpiter dans ma cage thoracique. Lorsque ma cadette tendit la main vers le biscuit préféré de sa mère, une friandise que Thalia avait spécialement commandée, je pris l'assiette vide dans ma main. Je vis le paquet de médicaments pour la fertilité à moitié caché derrière les encas, et une nouvelle rage s'alluma. Je jetai l'assiette sur le comptoir, en brisant le bord. Thalia apparut quelques secondes plus tard. L'inquiétude et l'irritation se lisaient sur son visage. Elle vit l'assiette cassée et le flacon de médicaments sur le comptoir et comprit sans un mot. « Tu aurais au moins pu me demander de ne pas le faire ici, » dis-je d'une voix basse mais féroce. « Tu aurais pu me dire de le déplacer, mais tu ne l'as pas fait, car tu ne voulais pas que je sois impliqué. » Elle ouvrit la bouche pour parler, mais je la coupai. Fini les discussions. J'ai déjà fait mon choix. Je me suis tourné vers l'escalier, prenant les enfants dans mes bras. À l'étage, je les ai bordés et embrassé leur front. En m'attardant sur le seuil, j'ai murmuré des promesses de les protéger et de reconstruire notre famille sur l'honnêteté plutôt que sur les secrets. Puis, j'ai refermé doucement la porte et me suis assis sur les marches, le poids de la solitude s'installant autour de moi comme un manteau. À cet instant, j'ai réalisé que cette maison était devenue le théâtre d'une guerre que je n'avais jamais demandé à mener. Thalia y avait entreposé plus que des médicaments. Elle avait conservé sa loyauté aux côtés de nos souvenirs. Et j'étais devenu l'homme qui s'était battu pour les reconquérir tous les deux. Debout, face au couloir, les murs tapissés de photos de famille qui avaient autrefois été de fiers témoignages de notre unité. Maintenant, elles témoignaient de mon isolement. J'ai inspiré profondément et pris ma décision. Demain, j'appellerai à nouveau l'avocat. Je demanderai la séparation. Je me reposerai dans un foyer où ma voix compterait. Le chemin à parcourir était incertain et douloureux, mais je ne pouvais plus rester un fantôme dans ma propre maison. Après avoir éteint la lumière du couloir et descendu l'escalier, je me suis préparé à la bataille à venir. C'était la maison où l'on ne m'entendait pas. Mais bientôt, ce serait celle où ma voix briserait enfin le silence. Je n'étais pas préparé au spectacle qui m'attendait dès que j'ai franchi la porte d'entrée. Le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les stores, dessinant de longues rayures sur le tapis moelleux, et là, au centre de mon salon, Derek Fallon était assis, feuilletant nonchalamment une pile de catalogues de poussettes, tandis que Thalia et Nona le surveillaient comme des spectatrices excitées. Leurs têtes penchées l'une vers l'autre, murmurant à propos de porte-gobelets et de sièges auto-convertibles, comme si elles préparaient un pique-nique du week-end au lieu de s'emparer du cœur de ma maison. Mon pouls s'emballait, et le poids chaud de ma serviette dans ma main me parut soudain obscène. Les jouets des enfants étaient repoussés dans les coins. La table basse était dégagée pour laisser place à leur présentoir de brochures sur papier glacé. Des porte-bébés gris tourterelles et roses poudrées étaient posés. Les meubles étaient disposés en rangées nettes sur le sol. Une table de jeu dépouillée dépassait de derrière le canapé, près du meuble TV. Un berceau flambant neuf arborait encore ses autocollants d'avertissement et ses instructions de montage. Mon salon, autrefois sanctuaire des soirées cinéma en famille et des dimanches de farniente, était devenu un véritable showroom pour le bonheur de quelqu'un d'autre. La familiarité des meubles me narguait. Le pouf taché de café où ma fille avait fait ses premiers pas. Le fauteuil usé où je lisais des histoires avant de dormir. Les coussins que j'avais ébouriffés lorsque mon fils réclamait des batailles de chatouilles. Tout cela réduit à la toile de fond de leur fête. Je posai ma mallette avec une lenteur délibérée, mes doigts s'attardant sur la poignée en cuir tandis que je regardais Derek sourire et me montrer les poignées réglables. Vous voyez celle-ci ? Elle s'incline complètement et le ciel de lit bloque les rayons UV. Il leva les yeux, esquissa un large sourire et me fit signe d'approcher comme si j'étais une invitée à une exposition de bébés et non le mari trahi qui avait découvert cette prise de pouvoir. « Viens t'asseoir », dit-il en tapotant le coussin à côté. « On veut ton avis. » Ma mâchoire se serra. Il m'invitait à bénir ce que lui et ma femme avaient orchestré dans mon dos. Une invitation que je me sentais à l'étroit, refusant avec horreur. Je croisai les bras et haussai un sourcil.
Pourquoi fais-tu ça ici? Ces mots sonnèrent creux dans la pièce caverneuse, mais ils coupèrent le brouhaha comme un cri. Thalia me jeta un coup d'œil, son visage s'adoucissant sous une excuse préparée, mais l'expression de Dereric resta joyeuse. Il se renversa en arrière, glissant ses pieds sur la table basse. On veut juste s'assurer que Thalia est à l'aise, dit-il en feuilletant une autre page ici, chez elle. Elle se sentira en sécurité. On peut mesurer l'espace pour les meubles, tester le sol pour le berceau. C'est logique. En sécurité, répétai-je. On vit ici. Je suis son mari, soi-disant son partenaire. Pourtant, en rentrant à la maison, je te trouve allongé sur mon canapé comme si je n'existais pas. Ma voix s'éleva, résonnant sur les murs, surprenant les enfants qui jetaient un coup d'œil au coin de la rue. Na avait l'air mortifié et je reculai, mais Thalia pressa sa main contre mon bras dans une faible tentative d'apaisement. Je suis désolée, dit-elle doucement, la voix tremblante. Je n'y ai pas pensé, la réprimai-je d'une main levée. Tu n'y as pas pensé, répétai-je, goûtant la conviction derrière l'accusation. Tu ne pensais pas que ça me dérangerait. Tu n'as pas pensé à demander. Et tu ne pensais pas que ma maison était interdite. Je désignai les catalogues, le berceau, les pieds indifférents de Dereric sur la table. Tu as transformé chaque recoin de cette maison en un espace de planification pour le bébé de quelqu'un d'autre, pour la famille de quelqu'un d'autre. Sans une seule discussion, mon regard scruta celui de Thalia, à la recherche de traces de remords. Je n'y trouvais que le rougeur de la grossesse et une mine déterminée. Le remords avait été oublié. Derek se leva, époussetant les peluches de moquette de son jean. On pensait que tu comprendrais, dit-il d'une voix aimable. On en a parlé. Tu finiras par changer d'avis. C'est pour Nina. Elle ne peut pas se porter. Il posa une main réconfortante sur l'épaule de Thalia, comme si sa sincérité pouvait apaiser la tension. Je sentis mon contrôle me céder, une fureur froide me montant à la gorge comme de la bile. Tu comprends, crachai-je. Tu supposes que je vais faciliter joyeusement chaque étape de ton coup d'état parce que c'est pour Nina. Tu traites mon mariage comme un parc public, ouvert à tous ceux qui ont une poussette et un plan. Le visage de Thalia se décomposa, sa main lâchant mon bras. Ses yeux, autrefois source de chaleur et de réconfort, brillaient maintenant de larmes qu'elle refusait de laisser couler. J'avais adoré ses yeux, mais aujourd'hui, ils reflétaient l'étrangère qui avait construit son propre récit sans moi. Elle ouvrit la bouche pour se défendre. Une question de devoir et de liens familiaux, mais aucun mot ne pouvait combler le fossé qui se creusait à chaque syllabe. « Tu crois que j'ai cherché ça ?» murmura-t-elle, la voix brisée. Je n'ai pas choisi de ressentir ce lien avec ma sœur. Je n'ai pas choisi de porter un enfant qui n'était pas le nôtre, mais je l'ai fait. Elle prit une inspiration tremblante. Je l'ai fait pour la sauver. J'ai secoué la tête, le cœur battant, me sentant soudain vide. Tu l'as fait pour la sauver, mais pas pour notre mariage. Tu as sauvé la famille de quelqu'un d'autre en démantelant le nôtre. J'ai pris un des catalogues et j'ai tourné la page jusqu'à une poussette convertible. Regarde ça, ai-je dit d'une voix basse mais féroce. Tu vois comme ça se transforme? C'est ce que tu nous as fait. Tu as transformé ma maison en chambre d'enfant. J'ai jeté le catalogue sur le canapé. Je ne ferai plus partie du showroom. Si tu veux mon aide, alors déplace tes plans ailleurs. Le visage de Dereric s'est illuminé d'une surprise offensée. On n'a jamais voulu te faire de mal, a-t-il dit, mais ces mots sonnaient creux, répétés comme les excuses de Thalia. Na a besoin de cette chance, et Thalia veut t'aider. Cela n'a-t-il aucune importance? Il fit un geste entre eux comme s'ils formaient un front uni, mais je vis la tension dans les épaules de Thalia, le conflit entre le devoir et l'amour. Je me tournai vers le couloir et enfilai ma veste. C'est très important pour moi, dis-je d'une voix ferme. Mais ce qui compte, c'est que ce soit ma maison et que tu n'aies pas le droit de planifier l'avenir de ma famille sans mon consentement. Je sortis à grands pas, laissant les brochures de poussettes volter dans mon sillage comme des oiseaux blessés. L'air de fin d'après-midi me frappa, vif et impitoyable. Je passai une main dans mes cheveux, goûtant l'amertume de la trahison. Leurs rires, faibles et désolés, flottèrent derrière moi. Je refermai la porte avec une fermeté que je ne me connaissais pas. À l'intérieur, le silence reprit dans le salon. Catalogues abandonnés, berceau non construit, un mariage intact. Et dehors, je respirais le crépuscule, prêt à me battre pour la vie qu'ils essayaient d'écraser.
La grossesse de Talia progressait comme une tempête silencieuse se préparant derrière des portes closes, imperceptibles au début, puis impossible à ignorer. J'observais son corps se transformer de jour en jour. Le léger arrondi de son ventre, la douce lueur qui accompagnait autrefois la maternité, se teintait désormais de fatigue et de vulnérabilité. Pourtant, alors même que son corps portait une nouvelle vie, son cœur s'endurcissait à mon égard. Je me retrouvais à la périphérie de sa propre transformation, observatrice indésirable chez moi. Elle se lassait des injections matinales, des prises de sang et des interminables visites de contrôle. Un soir, je la trouvai affalée au bord de notre lit, le visage pâle et tiré, les mains crispées sur son flanc. « Je me sens mal », murmura-t-elle d'une voix nouée par la nausée et la frustration. Je restai à ses côtés, tiraillé entre l'inquiétude et les pointes de mon propre ressentiment. « Avez-vous besoin de quelque chose ?» demandai-je, mais ces mots me semblaient creux à peine prononcés. Elle secoua la tête, les larmes aux yeux. « Appelle Derek, dit-elle d'une voix tremblante. C'est lui qui sait quoi faire. Je la fixai, le cœur battant. Ma femme, à moitié endormie, à moitié souffrante, faisait confiance à l'instinct d'un autre homme avant le mien. J'ai fermé les yeux et résisté à la colère. Je peux appeler le médecin, ai-je répondu d'une voix tendue. Je peux conduire. Mais elle a tressailli. Non, a-t-elle dit sèchement. Je ne veux pas que tu sois impliqué. Ce mot signifiait une blessure plus profonde que n'importe quelle lame. Il ne s'agissait pas de compétence. Il s'agissait d'exclusion. Dans ma chambre, au plus profond de mon être, j'ai réalisé que ma compassion, autrefois sans bornes, s'était effondrée. Je voulais la serrer dans mes bras, la réconforter, lui rappeler que nous étions dans le même bateau. Mais le lien qui nous unissait avait été rompu, et elle ne cherchait du réconfort que dans les bras de nos futurs beaux-parents. Je me suis discrètement éclipsé, la laissant invoquer le nom de Derrick dans la nuit. Au fil des semaines, ses exigences se sont accrues. Lorsqu'elle s'est plainte de maux de dos, elle a refusé mes offres de lui masser les épaules. Lorsqu'elle avait envie de cornichons et de glace à 2 heures du matin. Ce matin-là, elle se retourna et composa le numéro de Na. Lorsque les premiers battements de jambes du bébé lui firent monter des larmes de joie, elle prit la main de sa sœur, laissant la mienne vide. Chaque petit geste de tendresse que je tentais se heurtait à un mur d'indifférence silencieuse. Un après-midi, la mère de Talia appela. Sa voix grésillait dans le haut-parleur, lourde de panique et de chagrin. « As-tu des nouvelles de Talia ?» demanda-t-elle. Elle ne répond pas à mes SMS. Je réalisais à cet instant à quel point nous étions éloignés. La mère qui m'avait autrefois conseillé sur la parentalité me suppliait maintenant comme si j'étais une étrangère. Elle se repose, dis-je doucement, en prenant soin de dissimuler ma propre colère. Elle va bien, mais les mots suivants de sa mère étaient chargés d'accusations. Tu dois la soutenir, Marcus. Elle fait ça pour Nona. Ta belle-sœur, ma mâchoire se serra. Je ne suis pas impliqué, dis-je d'une voix creuse. Je n'y suis pas obligé. La ligne se tut, puis à la voix de ma mère se brisa de larmes. Tu es sans cœur. Je n'ai pas protesté. J'ai raccroché et effacé son numéro. J'ai parcouru la maison comme un fantôme. Chaque pièce était un rappel de ce que Talia avait volé. Dans le bureau, les médicaments contre la fertilité côtoyaient les jus de fruits de mes enfants, les étiquettes pointaient vers l'avant comme les spectres de notre confiance brisée. Dans la cuisine, la liste de courses comprenait des vitamines prénatales et des crackers sans sel. Des articles que j'achetais autrefois avec amour, maintenant des souvenirs de mon déplacement. Dans notre chambre, la literie à monogramme était en désordre, comme pour protester contre l'absence de chaleur. Chaque pièce résonnait avec des souvenirs récents d'une cacophonie douloureuse dans le silence de notre maison. Mes propres parents ont également appelé, prenant des nouvelles de la santé de Talia et présentant leurs condoléances pour le stress d'avoir porté un enfant issu d'une mère porteuse. Je les ai remerciés, même si leur inquiétude me semblait absurde. Pourquoi devraient-ils me réconforter pour le choix d'autrui ? J'ai parcouru les messages vocaux d'amis éloignés et de membres de ma famille élargie. Chaque message résonnait sans cesse d'altruisme et de devoir familial. Ils ont regardé. Talia en tant que héros, un martyr de la cause de l'amour fraternel. Ils ont vu mon refus d'acquérir comme cruauté. Leurs opinions m'ont pesé comme des chaînes, mais j'ai refusé de ramasser les lourds liens. Lorsque la sage-femme m'a suggéré d'accompagner Talia à son prochain rendez-vous, j'ai ressenti la douleur familière de l'exclusion. Ce serait utile, a déclaré la sage-femme au téléphone.
Tu es son mari. J'ai regardé le récepteur, ma réflexion vacillant dans la finition brillante. Je voulais accepter de prouver que je me souciais toujours, mais je ne pouvais pas échapper à l'amertume. Je vais passer, dis-je. J'ai du travail. J'ai remplacé le téléphone et la regardé disparaître le dos dans le couloir. J'ai entendu la porte de sa chambre se fermer doucement, me scellant une fois de plus. Au moment où Talia a atteint son 7e mois, ses besoins et ses demandes ressemblaient à la marée me faisant tirer. Elle m'a appelé dramatique quand j'ai refusé de stocker la maison avec ses livres de grossesse et ses t-shirts à base de plantes. Elle m'a appelé égoïste quand j'ai insisté pour qu'elle gère ses propres factures médicales, qui avaient mystérieusement atterri dans mon compte conjoint. Elle m'a appelé sans cœur quand je me suis détourné de ses appels en larmes pour obtenir de l'aide avec ses spasmes du dos incessants. À chaque accusation, j'ai senti ma compassion s'écouler de moi, remplacée par un calcul froid. Je ne donnerais que ce qu'elle méritait. Un soir, je suis rentré chez moi pour retrouver notre salon transformé à nouveau. Des boîtes de vêtements de maternité se sont effondrées dans une pile, ouverte sur le sol, un tas de meubles de pépinière non assemblés dans le coin. Une chaise à bascule solitaire se positionna maladroitement sous la fenêtre. Talia se tenait au milieu du chaos, des larmes coulant sur son visage, son cadre se sont épuisés. Elle m'a regardé avec des yeux désespérés et a chuchoté, « Je ne peux pas faire ça seule. » Mon cœur s'est tordu à l'admission, car derrière ce plaidoyer jetait le pouvoir de me joindre, pour me rappeler l'amour que nous avons partagé autrefois. Je m'avançai, hésité et posai une main sur son épaule tremblante. « Je n'ai jamais eu l'intention de vous laisser tranquille, dis-je, voix douce. Je viens de m'avoir exclu encore et encore. Je me sentais comme un étranger. » Elle coulait à genoux, enterrant son visage dans ma poitrine et j'ai senti la tempête à l'intérieur de sa douleur. Culpabilité, peur. Je l'ai rapprochée, enroulant mes bras autour d'elle et pendant un bref instant, j'ai senti la chaleur de notre retour passé. Mais alors que ses larmes trempaient à travers ma chemise, je me souvenais de toutes les fois où je me suis tendu la main et que j'ai été repoussé. Je me souvenais des appels téléphoniques venimeux de sa mère et du sourire triomphant de sa sœur lorsqu'elle a annoncé leur bébé. Je l'ai tenu, oui, mais je ne pouvais pas me permettre d'être à nouveau à la gamme. « Je vais vous aider », murmurai-je. Mais cela doit être notre voyage. Nous ne pouvons pas continuer à reconstruire sur l'épave des secrets. Elle a reculé, les yeux rouges mais résolus et hoché la tête. Je suis désolé, elle a chuchoté. Trahison entrelacée. Je lui ai embrassé le front et je me suis tenu. Demain, dis-je doucement. Nous commençons frais. Nous appellerons l'avocat et redéfinirons nos limites, et nous planifierons ensemble si vous me voulez toujours là-bas. Ses lèvres tremblaient dans un sourire, et j'ai reconnu la femme que je me suis épousée. Pourtant, je savais aussi que le pardon était un paysage que nous traversions lentement avec la prudence. Le premier pas ensemble. Silhouette un flou de courbe et de travail. Le clair de lune pâle, son souffle en lambeaux et urgent. Marcus, Altatl, sa main pressée contre le bois entre nous. S'il vous plaît, laissez-moi entrer. Derrière elle, le couloir s'étendait dans l'obscurité, dentelé par la lueur bleue douce de la veilleuse que nous avions installée pour les enfants. Mais maintenant, la lumière ne mettait que la terreur dans ses yeux, le tremblement dans ses lèvres. J'ai tâtonné la serrure, les mains tremblantes. La porte s'ouvrit et elle tituba, serrant son ventre comme s'il s'agissait d'un fardeau précieux et d'une malédiction à la fois. Sa chemise était humide de sueur. Les poils fins de ses tempes se sont plâtrés sur sa peau. Sa voix trembla, un plaidoyer que j'aurais dû accueillir, mais qu'il a plutôt rencontré de confusion et d'effroi. Dereric ne répond pas. Elle haletait comme si cela expliquait tout. Nan n'est pas malade. Je ne peux pas s'il vous plaît. Elle s'est effondrée contre le cadre de la porte, ses jambes se repliant sous elle. J'ai laissé tomber ma mallette et je me suis agenouillé à côté d'elle, prenant sa main dans la mienne. Froid et lisse, ça tremblait contre ma paume. Appelez une ambulance. J'ai réussi, ma voix rugueuse avec un choc. Elle secoua la tête, ses cheveux tombant sur son visage. Non, pas d'ambulance. Vous avez promis que vous appelez Derek. Il sait quoi faire. La conviction dans son ton m'a poussé plus profondément que n'importe quelle lame. J'ai avalé la réplique qui se leva dans ma gorge. Promis? Quand avais-je promis autre chose qu'une décence de base? J'ai regardé autour du salon. Les catalogues de poussettes étaient éparpillés à travers le canapé. Le tout nouveau bassinet n'est toujours pas assemblé dans le coin et l'épingle de jeu s'est affalée contre le mur.
cette maison n'était plus la nôtre seule. Il avait été converti en zéro terrestre pour l'affaire familiale de quelqu'un d'autre. Mais maintenant, en ce moment de crise, ce n'était qu'un lieu de peur et de besoin. Talia, dis-je doucement, brossant les cheveux loin de son visage. Vous avez besoin d'aide maintenant. Vous ne pouvez pas attendre quelqu'un qui ne répondra pas. J'ai atteint mon téléphone, mais elle l'a giflé avec une force surprenante. Ses yeux, sauvages et désespérés, ont rencontré le mien comme s'il cherchait une trahison dans mon regard. S'il te plaît, murmura-t-elle. Pas lui. Sa voix a craqué et j'ai senti les fils fragiles de notre titan de bon sous le poids de son désespoir. Je me levai, l'adrénaline qui traverse moi et j'ai attrapé mes clés. Je m'appelle un, dis-je fermement, appuyant sur le bouton d'urgence. L'anneau strict de la répartition nous a tirés à la fois en réalité. Nos enfants surveillent leur sommeil paisible. Un manuel. Venant, murmura-t-elle. Et j'ai réalisé qu'elle voulait dire non seulement le bébé, mais toute l'angoisse de la trahison et de l'abandon qui s'était installée entre nous. L'ambulance sirène gémissait au loin, devenant plus forte par la seconde. Je m'étais à nouveau, en berçant sa main, volant ma présence à l'apogée, l'agonie a traversé son visage. Glimpt la femme que j'ai aimée. Travaille 8 mois. Elle pour la ligne, plaçait l'oxygène sur son visage. Elle m'a regardé alors, la panique reflue dans le regret. Je suis désolé, parlait-elle, sa voix à peine un souffle. J'ai forcé un signe de tête, déchiré entre le soulagement qu'elle était en sécurité et la fureur au prix que j'avais payé pour arriver ici. Elle était à moi, peu importe l'erreur qu'elle a commise, elle était à moi. À l'extérieur, les portes d'ambulance se sont fermées et les lumières jettent une lueur vacillante sur notre allée. J'ai placé ma main sur la fenêtre tandis que les ambulanciers paramédicaux soulevaient la civière. Le visage de Talia est apparu dans le verre, déchiré entre la gratitude et la douleur. Elle a bouché quelque chose. Je t'aime. Où était-ce que ça m'aidait? Les portes se ferment, faisant taire sa voix. Ma poitrine s'est contractée, les sirènes se remettaient dans la nuit, me laissant seul sur le porche avec le silence des catalogues de poussettes abandonnés derrière moi. Je coulais à l'étape supérieure, le bois rugueux sous mes paumes. Mon esprit a couru. Et si des complications se produisaient? Et si le bébé venait au sans-père pour le réclamer? Et si mes enfants se réveillaient et à trouver leur mère partie, emportés par des étrangers et des feux rouges clignotants? J'ai basculé d'avant en arrière alors que les derniers mots du répartiteur dérivaient par la porte ouverte. Reste sur la ligne jusqu'à ce qu'ils arrivent à l'hôpital. J'ai pressé le téléphone vers mon oreille et écouté la cadence plate de sa voix. Les minutes ont rampé dans l'éternité alors que j'attendais des drames familiaux réels et planifiés. Lorsque l'ambulance est revenue avec rien d'autre qu'une civière vide, je savais qu'elle était entre des mains capables. Je me suis levé de manière instable et je suis rentré dans la maison, chaque étape plus lourde que la précédente. Le salon est resté dans le désarroi, un témoignage de la tempête des secrets qui s'était préparée ici. Les catalogues étaient dispersés comme secoués par un tremblement de terre. L'épingle de jeu s'est déroulée et à moitié assemblée, les instructions du bassinet ont négligemment jeté. Je les ai récupérées un par un, en pliant chaque brochure et en le plaçant dans une pile soignée sur la table basse. Cela semblait absurde, apprivoisant le chaos comme s'il était en mon pouvoir de le faire. Mais j'avais besoin de quelque chose à faire. Ensuite, je me suis souvenu du moniteur de bébé sur le console. Mes enfants dormaient, faisant confiance aux berceuses de leur mère et aux baisers du père pour garder leurs rêves. J'ai sur la pointe des pieds sur la console et à ajuster le volume, écoutant leur respiration douce. Une houle de culpabilité m'a lancé. J'avais tellement concentré sur un enfant, pas le mien, que j'avais oublié ceux qui étaient. Leur monde est resté intact pour l'instant. Même son esprit a parsemé pendant la pause. Je me suis promis de le protéger. Je coule sur le canapé et ferma les yeux. Le poids de la nuit en me pressant. Regretter et résoudre ensemble dans ma poitrine. Lorsque les ambulanciers paramédicaux m'ont appelé avec une petite fille en bonne santé, les larmes ont piqué les yeux malgré les mois de dureté que j'avais cultivés. J'ai réalisé à ce moment-là que la trahison n'a pas effacé l'amour, quelle que soit la profondeur de la blessure, j'ai chuchoté un vœu dans le silence. Je serai là pour Talia, pour ce bébé, les miens par les liens du mariage, sinon par conception et pour nos enfants. Je préparais cette maison contre d'autres tempêtes. Et quand Talia est revenue, je ferai face à ces portes verrouillées et à ces douleurs de main-d'œuvre main dans la main, plus aussi étrangers, mais en tant que partenaires une fois de plus, debout ensemble au seuil de pardon.
Lorsque Talia est finalement rentrée chez elle, elle a porté dans ses bras un petit paquet enveloppé dans des couvertures pastel. La fille de Na et de Rurik, déjà la pièce maîtresse d'une famille qui ne m'a pas incluse. Les lumières du couloir projettent une douce lueur sur les planchers de bois franc, mettant en évidence le contraste net entre la chaleur de la baleine de cette nourrisson et le vide qui résonne dans ma poitrine. Elle franchit le seuil comme s'il traversait le domaine de quelqu'un d'autre, c'est pas provisoire. À l'instant où la porte cliqua derrière elle, j'ai senti le froid de l'exclusion s'installer sur moi une fois de plus. Elle s'arrêta à mi-chemin, berçant la petite tête contre son épaule et m'a offert un sourire fatigué. Je l'ai ramenée à la maison, a-t-elle dit, la voix tremblante. Les mots auraient dû flotter joyeusement dans les airs, mais à la place, ils ont frappé mes côtes comme des pierres. Elle a posé le bébé dans le couloir sur le bord du tapis où le tapis a rencontré le du bois dur et accroupi à côté d'elle. Les jambes du bébé s'enroulaient dans un réflexe, les bras agités dans de minuscules arcs comme s'il cherchait du réconfort. Les yeux de Talia brillaient de fatigue et d'une lueur de fierté qui jarrette contre la ruine qu'elle avait fait. J'ai plané dans l'entrée du salon, les bras croisés comme si la distance me protégerait du raz-de-marée de la trahison qui traversait toujours mes veines. Vous m'avez promis que nous parlerons avant de rentrer à la maison, dis-je tranquillement. Ma voix résonnait dans l'espace étroit. Le bébé roucoula, un gazouillis qui semblait totalement insouciant avec le conflit adulte qui se déroulait à quelques centimètres. Le regard de Talia m'a tourné vers moi. Des excuses ont attiré ses yeux avant qu'elle ne se retourne vers l'enfant. Je sais, a-t-elle chuchoté, mais l'hôpital ne nous libérerait pas tous les deux. Na se remettait toujours. De Rurik voyageait pour le travail. Ils ont dit que je pouvais l'amener ici et qu'il viendrait la chercher demain. Elle a tendu la main vers l'enfant, lissant un touffe de cheveux fins. Les paupières du bébé flottaient, puis s'ouvrirent dans des piscines sombres et curieuses. Elle regarda dans le couloir comme en dimension son nouveau royaume. J'ai ressenti une pan de tendresse et de culpabilité que je ne la tenais pas. Le rire de mes enfants est venu de leur chambre dans le couloir, une berce éloignée que j'avais négligée ces derniers temps. J'ai alors réalisé que j'avais construit des murs autour de mon cœur pour garder la douleur. Mais ces murs ont également éliminé toutes les possibilités de guérison. Talia me regarda, les yeux bruts. Je pensais que vous voudriez la rencontrer, dit-elle de manière ardente. Je pensais que tu étais, sa voix se brisa et elle avalait fort. J'ai frotté ma mâchoire, essayant de trouver un pont sur le golfe entre nous. Je le fais, dit finalement. Je veux la rencontrer, mais pas comme ça dans le couloir. C'est ma maison. Notre maison. Je veux qu'elle entre. Je m'avançai, faisant attention de ne pas surprendre le bébé. Talia a soulevé l'enfant dans ses bras, se levant sur ses pieds. Le bébé a enroulé ses minuscules doigts la chemise de Talia comme si elle exerçait sa revendication. J'ai hoché la tête vers le salon, balayant un bras et une invitation. Talia a hésité, puis a porté l'enfant à l'intérieur, s'installant sur le canapé qui avait autrefois été le nôtre seul. Je me suis agenouillé à côté d'elle, le cœur battant. Le regard du bébé trouva le mien et ses lèvres se courbent dans un sourire miniature et imprudent. Mon souffle a pris. À ce moment-là, elle n'était pas la fille de Na ou l'enfant de substitution de Talia. Elle était simplement un être humain vulnérable qui avait besoin de soins et d'amour. Je tenais une main tremblante et touchais sa joue, m'émerveillant de la douceur de sa peau. Le bébé cligna des yeux, suivant mon doigt avec un intérêt somnol. J'ai avalé, combattant la bosse dans ma gorge. Salut, murmurai-je. Je suis Marcus, trembla ma voix. Le bébé roucoula de nouveau, son minuscule poing se serrant autour de mon pouce. Une chaleur s'est propagée à travers moi que je ne ressentais pas depuis avant la trahison. Un scintillement de l'instinct paternel qui exigeait l'expression. Talia a regardé moi, son expression illisible. Je l'ai regardée. Elle est belle, dis-je doucement. Talia expira un soupir frissonnant. Des larmes brillaient sur ses cils. Merci, elle a chuchoté. Je suis désolé que ce soit ainsi. J'ai hoché la tête, étudiant son visage. Elle avait l'air plus âgée maintenant. Fatiguée, marquée par la culpabilité et le regret. J'ai réalisé qu'elle avait payé un prix que je ne pouvais pas pleinement comprendre. J'ai fermé les yeux et j'ai laissé une seule larme glisser sur ma joue. Le cri du bébé se leva soudain, tranchant et insiste, me ramenant. J'ai relâché l'enfant dans mes bras, berçant son corps contre ma poitrine. Elle se déplaça, se recroquevillant dans les jambes dans mon côté et enfouit son visage dans ma chemise. Je l'ai bercé doucement, une main soutenant sa tête,
l'autre reposant au-dessus de ses minuscules côtes. À chaque balancement, ces baleines se ramollaient en hoquet, puis pour régler la respiration. Talia était assise tranquillement à côté de moi, regardant la scène qu'elle avait orchestrée. Je l'ai regardée. Je veux Ed, dis-je, la voix basse. Je sais que ce n'est pas mon bébé, mais elle est ici maintenant. Talia hocha la tête, ce relief se mélangeant avec appréhension sur son visage. Je vous remercie, elle a chuchoté. Je ne l'ai pas fait, sa voix vacilla. Je me suis levé ici. La main pourrait sécuriser un sac à couche sur mes pieds. Puis la souleva dans mes bras. Et j'ai chanté doucement, une braquette à moitié oubliée que j'aurais chantée à nos propres enfants. Ma voix était rugueuse, mais les lèvres du bébé se courbent au coin. J'ai levé les yeux vers Talia. Elle a exhalé un rire tranquille. Vous vous souvenez, a-t-elle dit, la voix épaisse. J'ai hoché la tête. Certaines choses que vous n'oubliez jamais. Nous nous sommes assis tous les trois dans une pièce fragile. Une mère s'est soulagée de voir son enfant apaisé. Un père redécouvrant sa capacité de soin et un enfant trop jeune pour saisir les tensions emmêlées qui se trouvaient en dessous. Les lumières du couloir se sont dimensionnées en soirée à l'extérieur, et la lampe du salon a jeté une piscine dorée autour de nous. Pour la première fois depuis des mois, j'ai senti le signe de tête dans ma poitrine desserrée. Je me suis tenu, berçant doucement le bébé et me dirigea vers la cuisine. Talia a suivi. J'ai cherché une bouteille et une formule chauffée sur le poêle, faisant attention de ne pas échapper le lait. Talia s'est penchée contre le cadre de la porte, me regardant effectuer chaque étape avec une intention focalisée. Quand j'ai remis la bouteille au bébé, elle s'est accrochée avec la mendiation j'ai reconnue de nos propres enfants. Je la tenais droit contre ma poitrine, la tapotant en arrière en buvant. Le rythme était apaisant, une bombe sur les bords déchiquetés de mon cœur. Talia s'approcha tranquillement, tendant la main pour stabiliser le bébé dans mes bras. Nos mains se sont rencontrées brièvement, les doigts se brossant, un contact qui parlait du pardon et de la reconstruction provisoire de la confiance. Je l'ai regardée et dans ses yeux, j'ai vu le reflet de ma propre vulnérabilité. Merci, dit-elle doucement. Pour cela ai-je hoché la tête. Merci de m'avoir laissé entrer. Le bébé a fini sa bouteille et s'est endormi, les paupières flottant avant de fermer. Je l'ai ramené vers le canapé et je l'ai posé à côté de Talia, en train de baisser la couverture autour d'elle. Talia a frotté un serrure de cheveux errant du front du bébé. Je me tenais à côté d'eux, nous formant tous les trois un nouveau tableau dans notre salon. Malgré tout ce qui s'était passé, je crois que ce moment tenait une promesse que les familles, aussi fracturées, pouvaient trouver un moyen de guérir, un petit acte de soin à la fois. Le soleil du matin m'a trouvé à la table de cuisine, entouré d'une rafale de courriers non ouverts. Chaque enveloppe portant le gribouillage des membres de la famille et des amis qui se sentaient autrefois comme des parents. J'ai lu les messages dans un jour. Le chagrin de ma mère. Mes beaux-parents, condamnation venimeuse. Les excuses en larmes de Na. L'offre maladroite de Dereric de brunch. Ils m'ont tous peint comme le méchant. Le mari sans cœur qui avait abandonné sa femme enceinte et volé la chance d'une sœur de maternité. Chaque mot était comme un coup. Une nouvelle incision à rouvert. J'ai plié la dernière lettre et l'ai glissée dans le bac de recyclage. Résolvez le durcissement en moi comme l'acier forgé. Je ne m'inclinerai pas devant leur indignation collective, car je savais que dans cette bataille, je n'avais fait que défendre le caractère sacré de ma famille. La voix de mon avocat a crépité par le téléphone du haut-parleur, en examinant les requêtes finales soumises au tribunal. Retrait non autorisé de notre compte conjoint, facture de la clinique de fertilité, frais d'expédition de nuit, frais médicaux non approuvés, tous retracés à des signatures forgées destinées à me garder dans l'obscurité. Il semblait surréaliste d'accuser la femme que j'aimais le plus de tromperie si calculée. Mais chaque document portait son écriture, chaque transaction témoignant de sa trahison. J'ai écouté mon avocat a décrit. La demande de garde principale de nos 3 enfants, l'élimination du soutien au conjoint et le remboursement partiel des fonds mal utilisés. Ces mots étaient cliniques, mais mon cœur battait de justification. Enfin, quelqu'un a reconnu la vérité que j'avais combattue pour exposer. La salle d'audience sentait le bois poli et la lumière en fin d'après-midi. Je me suis assis à côté de mon avocat, des épaules au carré, en regardant la galerie remplir des membres de la famille qui me considéraient avec une fureur silencieuse. Ma mère était assise à l'avant, les bras croisés, les larmes tachant ses joues. La sœur de Talia, Hélène, s'attarda dans le dos,
son regard accusateur comme si j'étais jugé pour un crime plus odieux que n'importe quel programme de maternité de substitution. Dereric était assis à côté d'elle, sa posture raide, comme si elle se préparait pour un verdict qu'il savait ne se ferait pas dans son sens. J'ai ressenti le poids de chaque regard désapprobateur, mais j'ai refusé de tressaillir. Je m'étais préparé à ce moment, armé de preuves et de croyances inébranlables que mes actions étaient justifiées. Lorsque le juge est entré, la pièce est tombée dans un silence silencieux. Sa présence était commandée mais juste, elle ne serait pas influencée par les histoires de sable ou la pression familiale. Mon avocat a d'abord présenté les documents forgés, présentant un calendrier de secrets et de trahison. Chaque exposition a provoqué un murmure de la foule. Le halètement de ma mère, la main de Talia sur sa bouche, les épaules de Na tremblaient. Puis vint les factures médicales, selon les dépenses, le grand livre de l'argent retiré sans mon consentement. J'ai regardé l'expression du juge rester impassible, comme si elle pesait chaque fait contre le caractère sacré du mariage lui-même. À ce moment-là, j'ai senti la tension à l'intérieur de ma poitrine faciliter la facilité, un scintillement d'espoir. Talia a pris la position des témoins avec une dignité composée. Elle a parlé d'amour-sœur, de l'altruisme qui l'a poussé à porter le bébé de MAH, de la culpabilité qui l'avait empêché de me le dire. Sa voix ne tremblait que 2 fois lorsqu'elle a décrit son travail seul et quand elle a admis avoir forgé ma signature. Je l'ai regardée, j'ai vu de véritables remords dans ses yeux, mais aussi la fierté qu'elle portait toujours pour son sacrifice. Le juge a posé des questions nettes sur mon exclusion, sur les décisions unilatérales qui avaient remodelé leur vie. Les réponses de Talia ont échoué, la défense soigneusement construite s'effondrait sous le contrôle. Ensuite, c'était à mon tour de s'adresser au tribunal. Je me tenais, sentant les yeux de chaque membre de la famille sur moi, se préparant pour leur jugement. J'ai parlé honnêtement, mais sans rancœur, décrivant le vide que je ressentais en tant que mari coupé de son propre mariage. La rage impuissante qui est venue de trouver ma maison s'est réutilisée à mon insu. La trahison qu'aucune excuse ne pouvait effacer. J'ai parlé de mes enfants. Mes filles et mon fils qui méritaient des parents unis à l'honnêteté, pas au secret. Ma voix sonnait clairement, faisant écho au plafond. J'ai vu la tête hocher la tête, senti le changement dans la pièce alors que mes mots perçaient la façade de la justice sacrificielle. Lorsque le juge a rendu sa décision, son gavel est tombé comme un dernier calcul. Pas de soutien au conjoint, aucune responsabilité financière pour le bébé de substitution, la garde principale de mes 3 enfants, la restitution partielle des fonds mal utilisés. Le silence dans la salle d'audience était sismique. Ma mère détourna les yeux. Talia pleura tranquillement et non passant en larmes qui n'étaient ni joyeuses ni réconfortantes mais profondément déplorées. Le visage de Dereric est réel. Il a évité mon regard. Le juge n'a proposé que de brèves excuses pour leur épreuve, puis nous a rejetés. Au moment où nous nous sommes classés, le manque de protestation en dit long. Ma force tranquille avait dépassé leurs appels en larmes. À l'extérieur du palais de justice, l'air printanier portait le péché des nouveaux débuts. Je suis monté sur la place, ajustant ma cravate avec un calme délibéré. Les caméras des journalistes ont clignoté, s'attendant à une baisse de son désespéré, mais je me suis retourné et j'ai marché dans l'autre sens des lignes d'escalier de jugement vers la voiture où mes enfants attendaient. Derrière moi, j'ai entendu les pas hésitants de Dereric, des excuses douces, mendiant la reconnaissance. Je me suis arrêté, mais je n'ai pas tourné. Les blessures de la trahison de Talia étaient trop profondes pour que la réconciliation vienne si facilement. Certains ponts une fois brûlés ne peuvent jamais être reconstruits. Quand je me suis glissé sur le siège arrière et que j'ai vu des visages brillants de mes enfants, le relief a fleuri dans ma poitrine. Leurs bras ont tourné autour de moi et j'ai senti la joie brute de la paternité revenir. Papa, ils couraient des innocents et sans faillite. Je les ai tenus prêts, inhalant leur parfum, le coton familier de leurs vêtements, la promesse de demain qu'ils représentaient tout autour de nous. Le monde pourrait encore me blâmer, appelez-moi impitoyable, monstre, sans cœur. Mais en regardant dans les yeux de mes enfants, je savais que j'avais bien fait. La trahison ne méritait pas la gentillesse. Les choix ont eu des conséquences. Je m'étais tenu fermé, ce faisant, j'ai récupéré la famille qui comptait le plus. Et dans leurs bras, j'ai trouvé ma plus grande justification. J'ai entendu la voiture entrer dans l'allée avant de la voir. Le grondement bas de son moteur, un rappel que la vie s'est déplacée à l'extérieur de ses murs, indifférent à la tempête qui faisait rage à l'intérieur. Je me suis assis seul dans la tanière, ses fenêtres sombres avec la solitude, la légère lueur de la lumière du couloir illuminant la lettre que je tenais dans ma main tremblante.
C'était le plaidoyer final de Talia, une confession de regret et une promesse de faire les choses. Je l'avais déjà lu 3 fois, à la recherche de l'étincelle de la femme en qui j'avais une fois confiance, seulement pour constater que ces mots portaient le même poids que la fumée, visible un instant, puis je suis allé avec le souffle suivant. J'ai plié la lettre soigneusement et je l'ai placée sur la table d'appoint. Le pli de mon refus s'est déjà pressé dans son centre. Un coup doux à la porte d'entrée a brisé le calme. Mon cœur s'est asymétrique entre l'espoir et l'effroi en me levant. Chaque étape vers l'entrée un acte de résolution délibérée. Là, encadré par la lumière du porche, se tenait Talia, sa valise à ses pieds, le bébé drapé dans une écharpe sur sa poitrine et son visage gravé de désespoir. Des larmes ont tiré dans ses yeux sombres, scintillant comme des joyaux fragiles. Elle avait l'air plus petite d'une manière ou d'une autre, comme si le poids de ses propres choix l'avait rétrécie. J'ai avalé fort, me volant contre la douleur qui a menacé de trahir mon sang-froid. « S'il te plaît, murmura-t-elle en ouvrant la porte, sa voix craquant. Ne passe pas avec le divorce. Je vais le réparer, trembla son bras tendu, le bébé niché contre elle, sécurisé, mais inconscient de la fracture en dessous. J'ai vu le scintillement plein d'espoir dans son regard, un écho de la femme qui croyait une fois que nous pouvions conquérir n'importe quoi ensemble. Mais cette femme était partie, remplacée par quelqu'un qui a redéfini la loyauté à mon insu. J'ai inspiré lent, permettant à l'air de nuit frais d'inonder mes poumons et j'ai aiguisé ma clarté. Réparer comment ? Demandai-je tranquillement. Les mots coupent l'espace entre nous comme une lame. Reprenez le bébé. Inforge les signatures sous les mois de mensonges. Que suis-je censé réparer exactement ? Ma voix est restée stable, bien que la question ait porté toute la douleur que je ressentais. La lumière du porche a révélé l'épuisement dans sa posture, la façon dont ses épaules s'affaissèrent sous le poids de son regret. Elle a avalé et a légèrement soulevé le bébé comme s'il m'offrait refuge dans l'innocence du nourrisson. Je peux tout changer, elle balbutia. Je leur dirai, tout le monde, que j'avais tort. Je vais m'excuser. Je vais fracturer sa voix sur un autre sanglot. J'ai fermé la porte lentement, le clic faisant écho à une finalité qu'elle avait refusé de se donner. La lumière du porche se dégageait alors que la lumière du couloir s'éclaircit, jetant mon visage en soulagement dur. Talia, dis-je, se détournant un instant pour récupérer mes pensées. La lettre sur la table d'appoint a attiré mon attention, sa manuscrite soignée, me moquant de promesses qui avaient déjà échoué. J'ai inspiré, me retournant pour lui faire face. Vous avez tout donné, Anna, dis-je doucement, les mots atterrissant dans l'air humide de la nuit. Et ce faisant, vous n'avez rien laissé pour nous. Mes épaules s'affaissaient avec le poids de souvenirs tacites, nos vœux de mariage, la naissance de nos enfants, la danse impromptue dans la cuisine à minuit. Tout cela semblait voler. Elle s'est avancée, une valise traînant derrière elle sur le bois altéré. Je ne sais pas que je t'ai blessé. J'ai besoin de toi. Nous pouvons reconstruire ensemble. Elle tendit la main tremblant alors qu'elle planait au-dessus de mon bras. J'ai tressailli comme si son toucher pouvait rouvrir chaque blessure qu'elle avait infligée. Le bébé se rapprochait, son coup d'état doux un tendre contrepoint à notre monde brisé. J'ai regardé le regard innocent de l'enfant, je recensais mon propre cœur menacé de me faire une baisse avec la compassion. Mais je ne pouvais pas décrocher la justice. Tableau, moi-même. Les mots résonnaient dans le couloir, refusant d'être adoucis. Les respirations de Talia étaient attelées, son corps frissonnant. Le bébé roucoula une fois de plus, étirant ses minuscules doigts vers le collier de sa mère. Elle se pencha, ramassant la valise et la serrant sur sa poitrine comme s'il s'agissait d'une bouée de sauvetage. Je comprends, chuchota-t-elle, voix brute. Je sais que je ne peux pas demander le pardon pour le moment, mais ne me déteste pas. Son regard tomba à ses pieds. Les planches de porche sous ses chaussures ont éclaté et marqué comme les restes de notre passé. Elle jeta un coup d'œil au bébé, des larmes inondant sa vision. Je l'aime tellement, Marcus. Elle est notre nièce, mais elle compte plus que vous ne le savez. Mais je ne peux pas te perdre aussi. Son plaidoyer s'attarda entre nous, vulnérable et agonisant. J'ai inhalé, l'immobilité de la nuit se pressant. Mon cœur s'est fracturé entre le chagrin et la résolution. Je me suis écarté, ouvrant un chemin dans le couloir vers la porte d'entrée. Je ne te déteste pas, dis-je doucement. Les mots nous ont surpris tous les deux. Je ne suis pas un monstre, mais j'ai fini. Je ne peux pas continuer à vous sauver de vos choix. Vous saviez qu'il y aurait des conséquences. J'ai placé une main doucement sur son bras,
offrant un geste final de compassion, tranché avec de l'acier. Allez prendre ce dont vous avez besoin. Découvrez qui vous êtes en dehors de cette trahison. Lorsque vous êtes prêt à me faire face honnêtement, sans secret, nous parlerons. Elle expira, ses épaules s'effondrant comme si le soulagement et le chagrin se sont unis pour la baisser. Elle hocha la tête une fois, la voix s'étouffa. D'accord. Elle se pencha pour rassembler ses chaussures et sa valise, puis s'arrêta au seuil. Ses lèvres se séparèrent comme pour parler à nouveau, mais aucun mot n'est venu. Elle enroula le bébé à sa poitrine, sortant dans la nuit. J'ai fermé doucement les portes derrière elle, laissant une fine ligne d'obscurité entre nous. Dans le silence qui a suivi, je coulais sur le canapé dans la tanière, la lettre oubliée à côté de moi. Le coup d'état du bébé a dérivé légèrement au loin alors que Talia la transportait dans le domicile de ses parents, dans le cercle de soutien de Na, loin de tout ce que j'avais cru autrefois le nôtre. Le silence par la suite a été la paix la plus bruyante que j'ai jamais connue. Le berceau avait été rendu des semaines auparavant, rangé dans le garage, là où ils étaient censés être. Des outils pour la famille de quelqu'un d'autre. Même le léger parfum de médicaments contre la fertilité qui avait autrefois persisté dans le bureau s'était estompé, remplacé par l'arôme réconfortant du café qui coulait dans la cuisine. Je me suis servi une tasse et l'ai portée jusqu'au canapé, m'installant dans les coussins usés qui avaient bercé tant de souvenirs d'enfance. Le silence était inhabituel, mais désormais plus désagréable. Mon téléphone vibra sur la table basse, et je jetai un coup d'œil à l'écran. Un SMS de mon avocat confirmait que les documents judiciaires définitifs avaient été classés et classés. J'ai répondu par un simple merci, puis j'ai posé le téléphone. Plus de batailles juridiques, plus d'appels téléphoniques exigeant des explications ou des excuses. La décision du juge avait modifié bien plus que les biens et la garde. Elle avait rétabli l'équilibre des pouvoirs en ma faveur. Et avec ce changement vint la dure certitude que je pouvais survivre à une trahison sans me perdre. Des pas se rapprochaient, légers et précipités. Ma plus jeune fille a bondi dans la pièce, serrant fort son lapin en peluche adoré. Elle s'est jetée sur mes genoux, ses petits bras serrés autour de moi. « Papa, joue avec moi », a-t-elle exigé, les yeux brillants d'attente. Je lui ai souri, sentant le doux chatouillement de ses boucles contre mon menton. « À quoi on joue aujourd'hui » ai-je demandé, immédiatement séduite par son énergie. Elle a rebondi sur mes genoux. « À la dégustation. » « Tu es l'ours. Je suis le lapin. » J'ai ri, posant ma tasse de café et la prenant dans mes bras. Dans ces moments-là, je ressentais une joie pure, simple et pleine d'amour. Ses frères et sœurs nous ont bientôt rejoints. Tous trois ont disposé leurs tasses et soucoupes en plastique sur la table basse. Mon fils s'est chargé de verser le thé d'une théière vide, son air sérieux trahissant l'importance de sa tâche. Je me suis prêté au jeu, grognant doucement comme l'ours et sirotant dans la tasse factice. Leur rire emplissait la pièce, joyeux et déchaîné, et je savourais chaque note. C'était ma famille, notre famille, épargnée par les ombres de ce qui s'était passé quelques semaines plus tôt. Plus tard dans la soirée, une fois les enfants endormis, je déambulais dans la maison, allumant les lumières pièce par pièce. La salle de jeu brillait de couleurs pastel. La cuisine étincelait de vaisselle fraîchement lavée, et les chambres étaient bordées d'oreillers et de couvertures bien rangées. Je m'arrêtais dans le couloir devant ma chambre, me remémorant les nuits où j'étais resté éveillé aux côtés de Talia, prisonnier d'un lit de mensonges. Le matelas me semblait désormais spacieux, bercé par un repos sincère plutôt que hanté par des plantes secrètes. Je pénétrai à l'intérieur et m'assis au bord du lit, les draps de coton frais sous mes doigts. Des souvenirs refirent surface spontanément. Le jour où Talia avait annoncé son plan, la douleur de cette révélation, le silence du bureau tandis que je pliais le linge, inconscient de la tempête qui grondait autour de moi. Je me suis souvenu de la salle d'audience, du silence lorsque la juge a rendu son verdict, de l'écho de son marteau qui sonnait comme une libération. J'ai pensé aux excuses en larmes de Talia sur le porche, à son « s'il vous plaît », murmuré alors que je fermais la porte derrière elle, la laissant seule face à ses choix. La culpabilité me rongeait, mais je me rappelais que la trahison était impitoyable. J'avais agi pour me protéger, mes enfants et moi-même. Et ce faisant, j'avais redécouvert ma capacité à fixer des limites. Je me suis levé et j'ai traversé la maison jusqu'au bureau où j'avais laissé ma tasse de café. J'ai enveloppé la céramique chaude de mes mains et regardé les photos encadrées sur l'étagère. Le jour de notre mariage, la naissance de nos enfants, nos vacances sous un ciel doré. Chaque image racontait une histoire que nous partagions encore, même si un chapitre s'était terminé par un chagrin d'amour.
J'ai tracé le contour d'une photo. Le gâteau du premier anniversaire de ma fille s'étalait sur son visage et souriait. La vie était chaotique et imprévisible, mais c'était à nous de la façonner. Un léger clic me fit me retourner. Mon beau-frère, Derek, se tenait dans l'embrasure de la porte, ses bottes claquant légèrement sur le tapis. Il tenait une carte pliée à la main. Je ne l'invitais pas à entrer, mais je ne fermais pas la porte non plus. Il prit une inspiration. Je voulais m'excuser, balbutia-t-il. Pour tout, pour ne pas l'avoir vu plus tôt. Ses yeux s'emplirent de remords sincères. Il me tendit la carte. Je la pris sans un mot. À l'intérieur, Na et lui avaient défilé des excuses et des félicitations pour la nouvelle maison que nous construisions sans eux. Je refermai la carte et la posai sur la table. Je suis contente de l'entendre, dis-je doucement. J'espère que tu étais sincère. Il hocha la tête en déplaçant son poids. On l'a fait. On apprend. On te laissera de l'espace, mais si tu as besoin de quoi que ce soit, d'aide avec les enfants, de conseils, tu sais où me trouver. J'observai son visage, il eut un profond regret, et après un moment, je hochai la tête. Merci, dis-je. Il m'adressa un petit sourire reconnaissant et partit sans un mot. Je fermai la porte derrière lui et m'appuyai contre sa surface. Le silence revint, mais il semblait plus léger, empli de possibilités plutôt que de menaces. Je retournai au bureau, levant ma tasse de café et trinquant silencieusement à la pièce vide. Vide de ressentiment, du moins pour l'instant. Demain, je me réveillerai. Une autre journée de paternité, de travail, de rire et de tristesse occasionnelle que la vie apporte inévitablement. Mais j'allais l'affronter à ma façon, fortifié par la certitude de pouvoir résister à toutes les tempêtes. Les jours suivants, j'ai instauré de nouvelles routines. Soirée crêpes le mercredi avec les enfants, entraînement de foot le samedi pour mon fils, rituel du coucher pour mes filles, avec des histoires de contrées lointaines. J'ai reconstruit mon foyer avec des rires plutôt qu'avec des secrets, avec de l'ouverture plutôt qu'avec des murs. L'ombre de la trahison de Talia s'estompait à chaque lever de soleil, jusqu'à devenir une leçon plutôt qu'une blessure. On pouvait encore murmurer dans mon dos, me traiter de cruel ou de sans-cœur. Mais je savais qui j'étais. Un protecteur, un père, un homme qui refusait d'être défini par les trahisons d'autrui. Alors j'ai avancé, chérissant la paix qui vient non pas de la perfection, mais du courage de dire non à la tromperie et oui à la vérité. Je n'étais pas un monstre. J'en avais simplement fini avec la trahison, le silence, l'être invisible. Dans cette clarté, j'ai trouvé la liberté. Et tandis que je regardais par la fenêtre le soleil se coucher derrière les rires de mes enfants, j'ai su que cette maison, ma maison, ne serait plus jamais un lieu d'ombre. Ce serait un sanctuaire d'honnêteté où l'amour, bien qu'imparfait, pourrait perdurer.